un désert d'ennui. Faut-il partir? Rester? Si tu peux rester, reste. Part, il le faut. L'un court et l'autre se tapit. Pour tromper l'ennemi vigilant et funeste, le temps, il est, hélas, des coureurs sans répit, comme le juif errant et comme les apôtres, à qui rien ne suffit. Ni wagon, ni vaisseau. Pour fuir ce récit infâme, il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier « En avant !» De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. En provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest et Rennes, départ initialement prévu à 15h39, vont entrer en gare, voie 1. Adieu Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont faux, bavards, inconstants, hypocrites et lâches, méprisables et sensuels. Et toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde est un égout sans fond, où les phoques les plus informes se tordent et rampent sur des montagnes de fange. Mais au monde, il y a une chose, sainte et sublime. C'est l'union de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » Ils desserviront Vitré, Rennes, Lamballe, Saint-Brieuc. Dans le train qui l'emmenait vers le nord, Meursault considérait ses mains. Il faisait un ciel d'orage, où la course du train mettait une ruée de nuages bas et lourds. Meursault était seul dans ce wagon surchauffé. Il voyagea pendant 2 jours. Mais cette fois, ce n'était pas un instinct de fuite qui le poussait. La monotonie même de cette course le comblait. Ce wagon qui l'emmenait à travers la moitié de l'Europe le gardait entre 2 mondes. Il le tirait hors d'une vie, dont il voulait effacer jusqu'au souvenir, pour le mener au seuil d'un monde nouveau où le désir serait roi. Meursault recherchait le mot, la phrase qui formulerait l'espoir de son cœur où se clorait son inquiétude. Dans l'état de faiblesse où il était, il avait besoin de formules. La nuit et le jour passaient, dans une lutte obstinée avec le verbe. L'image qui désormais ferait toute la couleur de son regard devant la vie. Le rêve attendri ou malheureux qu'il faisait de son avenir. Il fermait les yeux. Il faut du temps pour vivre. Comme toute œuvre d'art, la vie exige qu'on y pense. Meursault pensait à sa vie et promenait sa conscience éperdue et sa volonté de bonheur dans un compartiment qui en ces jours-là fut pour lui, dans l'Europe, comme l'une de ces cellules où l'homme apprend à connaître l'homme à travers ce qui le dépasse. Voyageur perdu, dans un monde primitif. Se passe... on peut nous en parler si tu veux. Je voulais te voir, parce que j'ai quelque chose de très important à t'annoncer. C'est quelque chose de drôle? Non, ce n'est pas quelque chose de drôle. J'ai démissionné de mon boulot. Je pars faire le tour du monde. Oui. Quand? Bah là, dans 1 mois. Tu as déjà démissionné? J'ai démissionné il y a 1 semaine. Tu es la première personne à le savoir. C'est pas comme si je m'étais attendue à ça. Ah? Les gens en parlent, mais... Tu as démissionné. Tu as donné ta démission. Oui, je m'ennuie. Je m'ennuie dans cette vie, qu'est-ce que tu veux? Rien. Enfin, plein de choses. Mais Et je comprends. Tu pourras peut-être me rejoindre. Oui,
Ça dépend quand. Oui, tu as raison. C'est super. Tu achètes ta liberté. J'achète ma liberté. C'est bien dit, ça. Ça a l'air de te troubler. Non, mais... d'un côté, c'est super. D'un côté, un peu effrayant. Personne ne me retient. Oui, j'aurais peut-être fait pareil. Je vais te manquer. Je sais pas. Tu ne sais pas. Oui, je pense. Tu penses? Toi aussi, tu vas me manquer. Oui, c'est normal. Quoi, c'est normal? Pourquoi tu tournes autour des choses tout le temps? Non, mais... Accepte-le que je te dise que tu vas me manquer. Accepte-le et ne commente pas. Oui, c'est normal. Je crois que personne ne me retient ici. Ça ne te vexe pas ce que je te dis? Je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Qu'est-ce que ça te fait le fait que je te dise que je parte? Que je parte à l'autre bout du monde? Je suis très contente pour toi. Vraiment? Oui, vraiment. C'est dommage que tu sois contente tout court. C'est dommage que tu sois contente. Bah non, mais il faudrait que je sois, mais si ça te fait du bien, c'est le plus important. Tu aimerais que je parte? Pas du tout. J'aimerais que tu te donnes les moyens de faire ce que tu veux. C'est ça. Tu me pousses en avant, tu me forces à partir. Non, c'est toi qui pars toute seule. Je n'ai pas donné ma lettre de démission. Je crois que je voulais savoir ce que toi, tu en penserais de ça. C'est tordu. Oui, c'est tordu. Qu'est-ce que tu cherches à dire? Je cherche à savoir ce que ça peut te faire. Ça te gêne? Tu veux partir ou tu... Je suis un peu perdue. N'en parlons plus. Ne parlons plus de ça. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça a été pas trop compliqué le week-end? Non, très bien. Bonsoir madame, Bonsoir, monsieur. ça va, ça a été? Oui. Il n'était pas trop agité ce week-end? Non. Ils sont un peu agités, hein. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans les chambres. Je vous demande, où sont les enfants? Je comprends pas. Ils sont pas dans notre chambre? Madame, où est-ce que vous avez mis nos enfants? Je vous dis, je ne comprends pas ce que vous dites. Elle est dingue, cette femme. Dans la salle de bain, les toilettes, va voir! Madame, je vous demande de nous répondre. Qu'est-ce que vous avez fait avec nos enfants? Où sont-ils? Répondez! Je ne comprends rien. Vous êtes folle! Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qu'il se passe, s'il vous plaît! Arrêtez-vous là. Non, ils n'y sont pas. Expliquez-nous, c'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle! Je vous préviens, si vous ne me répondez pas, je vais devenir violent. Dites-nous ce que vous avez fait de nos enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Je ne veux pas qu'il leur soit arrivé de mal. Calme-toi. Appelle la police! Expliquez-nous ce qui se passe. Merde! Je ne comprends rien. Je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de nos enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Appelle! J'appelle. Putain de putain de putain de putain de putain! Bonsoir monsieur. Nous sommes partis en week-end et on a confié nos enfants à une nourrice spécialisée. Nous venons de rentrer, les enfants sont introuvables et la nourrice refuse de dire quoi que ce soit. Mais non! Je vous dis qu'il n'y a aucune explication, elle ne veut rien nous dire. C'est complètement absurde. Je veux rentrer chez moi. Vous êtes complètement folle! Je vous préviens, s'il est arrivé quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue! 15, avenue de la Séparation, 7e étage face ascenseur. Il est arrivé malheur à nos enfants, mon amour! Il est arrivé malheur à nos enfants! Mais non! Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi! Arrête! On va la trouver la solution, on va la trouver et vite! Hein? Vous ne leur avez pas fait de mal à nos enfants? Vous aimez les enfants? C'est votre métier. Vous êtes malade. Vous suivez un traitement particulier. Bon, on va se calmer et vous allez nous expliquer tout ce qui s'est passé ce week-end. Il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez, j'étais mal à l'aise et c'est tout. Pourquoi mal à l'aise?
Parce que je n'aurais pas dû faire ce que vous m'avez demandé. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfant. Comment est-ce que tu peux rester aussi calme? Non, vous n'avez pas d'enfants, et vous le savez très bien. La police va arriver. Vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé. Calme-toi. On est en train de perdre du temps là. Tu te rends pas compte que nos enfants sont quelque part dans la nature et qu'on est là à rien foutre? Et alors? Tu veux faire quoi? Tu veux partir en pleine nuit comme ça? Courir comme un lapin dans les rues de la ville? Qui dit qu'ils sont pas déjà loin? Ou là, tout près? On a besoin de comprendre ce qu'est dans la tête cette bonne femme. Alors aide-moi un peu, s'il te plaît. La police va arriver de toute façon. Bon, vous disiez qu'on n'a pas d'enfants. Non, Alors pourquoi on vous les aurait confiés ce week-end? parce que vous faites comme si. Ah bon? Oui, vous m'avez dit que vous aviez besoin de faire comme ça. Ah bon? Oui. J'ai hésité à rester en sachant la situation. Mais finalement, j'ai accepté. J'ai besoin d'argent. Mais pourquoi on ferait ça? Vous m'avez dit que vous aviez besoin de faire comme ça. Si vous nous retirez nos enfants, on n'existera plus. Notre vie s'arrêterait. Notre histoire perdrait tout son sens. Tout s'effondrerait. Car, honnêtement, on doit vous le dire, nous n'avons pas grand-chose à faire ensemble. Rien d'important à créer, rien de vraiment crucial à se dire. Sans nos enfants, nous ne sommes plus rien. Si vous nous les enlevez, nous deviendrons comme deux inconnus, deux fantômes l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas. Alors, vous n'avez pas pitié de nous maintenant? S'il vous plaît, répondez. Rendez-nous nos enfants, rendez-les-nous. Je n'en ai pas les moyens. Je vais vous laisser maintenant. Est-ce que, malgré tout, vous pourriez me payer? J'en ai vraiment besoin. Bien sûr. T'as du liquide? Va te faire foutre, connard. Bien sûr. Tenez. Merci. Merci. Désolé. Et moi, désolée. Pour vous. Au revoir. Genève, juin 1953. Khyber Pass, décembre 1954. J'avais quitté Genève depuis 3 jours et demi, à toute petite allure, quand à Zagreb, poste restante, je trouvai une lettre de Thierry. Travnik, Bosnie, le 4 juillet. Ce matin, soleil éclatant, chaleur. Je suis montée dessiner les collines. Marguerite, blé frais, calmes ombrages. Au retour, croisai un paysan monté sur un poney. Il en descend et me roule une cigarette, qu'on fume accroupi au bord du chemin. Avec mes quelques mots de serbe, je parviens à comprendre qu'il ramène des pains chez lui, qu'il a dépensé 1000 dinars pour aller trouver une fille qui a de gros bras et de gros seins, qu'il a 5 enfants et 3 vaches, qu'il faut se méfier de la foudre qui a tué 7 personnes l'an dernier. Ensuite, je suis allée au marché. C'est le jour. Des sacs faits avec la peau entière d'une chèvre, des faucilles à vous donner envie d'abattre des hectares de seigle, des peaux de renard, des paprikas, des sifflets, des godasses, du fromage, des bijoux, de fer blanc, des tamis de joncs encore verts auxquels des moustachus mettent la dernière main. Et régnant sur tout cela, de la galerie des unijambistes, des manchots, des tracomeux, des trembleurs et des béquillards. Ce soir, était boire un coup sous les acacias pour écouter les tziganes qui se surpassaient. Sur le chemin du retour, j'ai acheté une grosse pâte d'amande, rose et huileuse. L'Orient, quoi. J'examinais la carte. C'était une petite ville dans un cirque de montagne, au cœur du pays bosniaque. De là, il comptait remonter vers Belgrade où l'association des peintres serbes l'invitait à exposer. Je devais l'y rejoindre dans les derniers jours de juillet, avec le bagage et la vieille Fiat que nous avions retapée, pour continuer vers la Turquie, l'Iran, l'Inde, plus loin peut-être. Nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Bana, le Cachemire, la Caspienne, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons,
et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui nous pousse. Quelque chose en nous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. Au dos de l'enveloppe, il était encore écrit « Mon accordéon, mon accordéon, mon accordéon ». Bon début, pour moi aussi. J'étais dans un café de la banlieue de Zagreb, pas pressé, un vin blanc siphon devant moi. Je regardais tomber le soir, se vider une usine, passer un enterrement, pieds nus, fichu noir et croix de laiton. 2G se querellaient dans le feuillage d'un tilleul. Couvert de poussière, un piment à demi rongé dans la main droite, j'écoutais au fond de moi la journée s'effondrer joyeusement comme une falaise. Je m'étirais, enfouissant l'air par litres. Je pensais aux 9 vies proverbiales du chat. J'avais bien l'impression d'entrer dans la 2e. Dans un bistrot de la basse ville, nos amis nous attendent pour nous souhaiter bonne route. J'avais oublié que nous en avions tant. Ultime verre de thé. Et quand la voiture démarre, ah, quel soupir. Avec quel regard il la voit s'éloigner ainsi. Pourtant, nous ne manquerons guère. Et ce n'est certes pas notre destination qui nous envie. Puisqu'à Téhéran, on vous affirme avec force que les Hispani sont des faux frères, les Kachani, des gredins, qu'au Seistan, l'eau des puits est salée, et qu'au Baloutchistan, on ne trouve que des benets. Non, c'est le voyage qui fait songer ainsi. Le voyage des surprises, des tribulations. Cette mystique du chemin, si vivace au cœur des Orientaux, et dont nous aurons si souvent profité. Au sommet, à 20 km de mon banc, des plateaux maigres et doux écumés de soleil. L'air était d'une transparence extraordinaire. La voix portait. J'entendais des cris d'enfants très haut sur la vieille route des nomades et de légers éboulis sous le sabot de chèvres invisibles qui résonnaient dans toute la passe en écho cristallin. J'ai passé une bonne heure immobile, saoulée par ce paysage apollinien. Devant cette prodigieuse enclume de terre et de roc, le monde de l'anecdote était comme aboli. L'étendue de montagne, le ciel clair de décembre, la tiédeur de midi, le grésillement du narguilé et jusqu'au sou qui sonnait dans ma poche devenaient les éléments d'une pièce où j'étais venue, à travers bien des obstacles, tenir mon rôle à temps. Ce jour-là, j'ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s'en trouverait changée. Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps, vous prête ses couleurs, puis se retire et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. Repris mon passeport paraffé et quitté l'Afghanistan, il m'en coûtait. Sur les 2 versants du col, la route est bonne. Les jours de vent d'est, bien avant le sommet, le voyageur reçoit par bouffée l'odeur mûre et brûlée du continent indien. Et ce bénéfice est réel, parce que nous avons droit à ces élargissements. Et, une fois ces frontières franchies, nous ne redeviendrons jamais plus, tout à fait, les misérables pédants que nous étions. La mémoire permet de conserver les souvenirs. Ce souvenir, c'est initier un voyage mental dans le temps et l'espace. Le soleil encore bas peinait à glisser le long des troncs et des aiguilles jusqu'au sol tapissé. Adrian n'entendait déjà plus les pas de son père. Il avançait difficilement, encombré par la peur et son fusil, qui, lourd et moite, frémissait entre ses mains au point qu'il semblait geindre. Un léger vent s'était levé, qui faisait grincer les branches, et la forêt soupirait une brume gracile s'insinuant dans le cou, aux poignets et aux chevilles. Il posait un pied devant l'autre,
comme traversant un précipice, menton en avant, courbé, funambule jouant sa vie. Au détour d'un entrelacs de feuilles, Adrian aperçut un cours d'eau. Il s'étonna de n'avoir pas perçu son calapo subtil et y vit une invitation à un bref repos. Sa respiration se relâcha. La nuit, dans mes songes, il y avait la forêt et la mer. Leurs concerts, leurs tumultueux échanges, la totalité de l'espace qui entourait la maison familiale, surgissaient des remous, des histoires de loups et de troupeaux dévorés, les pièges sous les opercules de brindilles se levaient et déferlaient sur les mers. Une carène de thon, serrée de mousse, de herses de houx, de chaînes tentaculaires, de parois rocailleuses, plus hautes, plus fortes encore. La forêt engloutissait la mer. Quand on vieillit, on perd la mémoire. C'est pour ça que l'on dessine tous ces chemins sur nos visages, pour ne rien oublier. Viens Cécile, on va marcher un peu. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de sortir un peu. Comme tous les jours, et puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours? Oui. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas marcher aujourd'hui? Si. Comme tous les jours? Quasiment. Et ensemble? Absolument. Ah bon? Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Oui. On est mariés? Absolument. On est mariés, vous et moi? Absolument. Ah bon? Ben... Depuis longtemps? 17 ans. C'est vieux? Je veux dire, dans la durée. Oui, assez. Vous êtes mon mari? Vous appelez comment? Serge. Serge? Mais tu peux me tutoyer en fait. Évidemment, si on est mariés. C'est étonnant, vraiment. Oui, je sais. Je suis votre femme, en fait. Ben oui. Je suis ta femme. C'est drôle, ça. Vous faites quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier? Ben oui, c'est un métier. Ah bon? On vit ensemble? Non, on ne vit plus ensemble. Ah, en fait, on est séparés. Oui et non. Tu es hospitalisé ici depuis 2 ans. Merde alors? Oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non. Pas cette histoire à nouveau, s'il te plaît. D'accord. Ça me semblait important, mais bon. En tout cas, je dois plus avoir énormément de mémoire. J'en viens pas que je sois mariée avec vous. Ça veut dire qu'on est amoureux? Ou qu'on a été, sans doute. C'est drôle, ça. Qu'est-ce qui est drôle? Ben, cette idée. Je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. À peu près tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours? Oui, tous les jours. À cette même heure. C'est l'heure à laquelle je passe te voir. C'est plus pratique pour moi. Alors on marche comme ça. Au début, tu me demandes « Mais qui vous êtes ?» Et hop. Après, c'est reparti. C'est agaçant? Je n'ai aucun souvenir de tout ça. Oui, c'est agaçant, mais c'est pas grave. Il y a des vies plus compliquées que la nôtre. Non mais c'est ennuyeux. Tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. On a des enfants? 2. Ah bon? Fille ou garçon? Les 2.
Et ils ont quel âge? 13 et 17. Ils s'appellent? Antoine et Marie-Ève. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui? J'ai pas dit ça. J'ai des enfants. Oui? Tu as des enfants? On a des enfants. Ils t'aiment beaucoup, rassure-toi. Vous m'aimez aussi? Oui. Absolument. En fait, moi, je ne suis pas certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît très rapide tout ça. Je sais. Ne t'inquiète pas. Non mais c'est embêtant quand même, pour des gens mariés, de ne pas être sûr de s'aimer. Vous trouvez pas? Non, c'est pas grave. Ah bon? Je m'en fous. Ah, Pardon, mais essaie de me tutoyer, surtout certains jours tu y arrives. d'accord. Pardon, est-ce que je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour ensemble? Ben oui, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Ben oui. Non mais, on a déjà fait l'amour ou pas? Ben oui, on a déjà fait l'amour ensemble, évidemment. Écoute, je sais que tu ne le fais pas exprès, mais ça m'angoisse de plus en plus tes questions. D'autant que je suis fatigué. Je m'excuse. Ce sont des simples questions qui me paraissent naturelles. On pourrait peut-être se prendre dans les bras? Tu en as envie? Je sais pas. Et vous? Et toi? Si tu en as envie. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois. Je sais. Alors on peut essayer peut-être? Qui commence? Vas-y, toi. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois Je sais. que je prends un homme dans les bras. Ne t'inquiète pas. On s'aimait de quelle manière quand on s'est mariés? Comme un couple ordinaire qui vient de se marier. C'est quoi un couple ordinaire? Ben, c'est les gens ordinaires qui se marient. Ah bon? Mais non. Quand on s'est rencontrés, c'était merveilleux. On était comme 2 moitiés qui s'étaient perdues et qui se retrouvaient. C'était parfait. C'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient, et que les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête, et on sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin. Ah bon? C'était comme ça? Oui. Je suis fatiguée un peu. On peut retourner dans la chambre? Tu es fatiguée? Oui, un peu. Non, Cécile. Par là, ta chambre. Ah bon? Bien. Sur le chemin de l'intérieur, une aventure assiégée par la nuit glissait. Écartelant entre ses bras les ombres présentes, poitrine offerte au vent, je marchais. Soufflant dans le reflet des jours, habitant l'instant de l'orage et la soif du temps. Je donnais voix au jappement des corbeaux, la carapace recouverte des chemins de tropiques. Clown chimérique, calculant des points de chute. Prenant un témoin, les rocs, sur une route de bacchanal. D'Amérique en haillons, lettres symboliques, malade et fatiguée. Je cueillais le cœur de la jungle, l'ivresse couchée dans le lit des fées. Emprisonnée dans le havre des cuisses, distance impossible à combler. Les hiboux crucifiés condamnaient l'espérance, poignant rire de rasoir. Je noircissais mes mains à la cagne des ordures, croyant pouvoir vivre chien sans thune. Dans les gargotes,
je mangeais la fiente des pigeons et buvais la sueur des fourmis. Impliquée dans des affaires chaotiques, je regardais le sexe des jeunes vierges et celui des vieilles femmes ridées, les fesses des éphèbes et des colosses adipeux. En homme de main, je vendais l'air et des fausses images pieuses en tiraient d'infernales joies. Mon paletôt aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel. Muse, j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit possé rêveur, j'ai créé dans ma course des rimes. Mon auberge était la grande douce. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Voilà. On y est. Avant, on n'y était pas. Et à présent, on y est. On fait partie de quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau fait partie de soi. La lisière est nette. On sait quand on y entre. Pas une question de panneau, ni de marque au sol, ni rien. Pas une question de carte, de boussole, de tracé sur le tronc d'un arbre. La composition de l'atmosphère change, se densifie. C'est un trouble, un minuscule déséquilibre, un infime vertige. Comme un ébranlement de l'oreille interne, un affolement de perception, un étourdissement. Et en même temps un soulagement. Un très grand soulagement. Un petit temps suspendu. Et un silence. Il paraît que plus on avance, et plus c'est incroyable. On ne peut pas se tromper. Le cœur des choses n'est pas situé à cet endroit pour rien. Une conjonction particulière de lumière, de roches et de climat qui fait qu'on vibre plus fort. C'est tellurique, atmosphérique. Magique? Non, on ne peut pas aller jusqu'à dire magique ou féerique. Mathématique alors? En tout cas, ce n'est pas pour rien tout ce qui s'est toujours passé dans cette forêt. Je vais m'arrêter là. Ici, c'est bien. Je ne pensais déjà pas aller si loin avec vous. Ne vous embêtez pas pour moi. Ne ralentissez pas pour moi. Je vais m'asseoir sur cette souche et m'endormir de froid tout doucement. Et pause. Ce sera tout. On s'arrête, pause. Non, ne vous dérangez pas pour moi. Déranger, ralentir, influer sur le rythme du groupe, sur le beau projet que vous avez. Faites comme si je n'avais rien dit. Faites comme si je n'étais pas là. Je vous ai suivi parce que ma vie, sans travail, ce n'était plus possible. Mais vivre de grandes aventures, c'est beaucoup trop pour moi. Je le savais bien. Tout le monde n'est pas fait pour tout quitter et reconstruire ailleurs. Il faut beaucoup de courage. Et moi, je n'en ai pas beaucoup. Juste ce qu'il faut pour tenir un jour après l'autre. Une toute petite dose de courage pour chaque jour. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis cet homme tout bosselé de sacs et de valises, qui vient dans sa propre vie, avec des départs, des retours, portant au cœur des coups et des bleus plein la tête, traînant des cartables de cuir remplis de phrases et de serviettes bourrées de lettres, toujours rêvant de se blottir dans le sac à main d'une femme, parmi les tubes de rouge à lèvres, les miroirs, les photos d'enfants et les flacons de parfum. Cet homme est risé d'antennes et essaie de capter son amour sur les ondes et tend vers lui des fils où il se prend les pieds.
Cet homme-là ne sait pas auprès de qui il dormira le soir même, ni de quel sens demain matin s'en ira la vie. Tic-tac, de l'encre et du désir, l'existence balance son pendule entre le côté du livre et le côté de l'amour. Les tickets d'envol et les longues stations dans la chambre, le dos tourné et les bras ouverts, l'homme immobile et le piéton, celui qui ne croit plus au ciel et celui qui l'espère encore, celui qui fabrique des figures et celui qui veut un visage. Un temps où je poussais dans mes racines de par ici, ne connaissant des lointains que la rêverie et de la langue que les mots les plus approximatifs. Mais j'ai quitté l'allée de buis et le petit jardin. Je ne m'alimente plus en eau par les racines, mais par le ciel. J'ai fumé la cigarette du voyage. Elle m'a piqué les yeux, m'a fait battre le cœur encore plus vite. Elle a laissé sur mes réveils un goût de tabac froid. J'ai toussé, j'ai perdu ma voix. J'ai 2 grosses valises sous les yeux. Je suis un voyageur brumeux qui n'y voit plus très clair et qui croit nécessaire de s'en aller plus loin. J'ai fui, j'ai pris le large, l'habitude surtout de n'être nulle part, en apnée dans ma propre vie. Portrait du poète de fin de siècle, créature d'aéroport avec cette tête bizarre qu'a l'homme des foules en ces lieux-là. C'est le cerveau de gélatine blanche, œil à demi insommé, tourné vers le dedans, mais de la fièvre au bout des doigts. Je m'en suis allée par le monde, à la recherche de mes semblables, les inconnus, les passagers, les hommes en vrac et en transit que l'on rencontre dans les aéroports et sur le quai des gares. Ceux dont on ne sait rien et que l'on ne connaîtra pas, ceux que malgré tout on devine à cause de leurs tickets, leur fatigue, leurs bagages. Ceux de nulle part et de là-bas qui s'en vont chercher des soleils en poussant leur vie devant eux et en perdant mémoire. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer pourquoi les fabricants de vêtements cousent des étiquettes au niveau de la taille? C'est à croire qu'ils font des études pour trouver la matière qui t'irritera le plus possible. Et même si tu découpes le truc avec des petits ciseaux, au plus près du tissu en te concentrant à fond, ça gratte quand même. Xavier aimerait retrouver le salaud qui s'amuse à faire ça et lui péter les 2 jambes. Pour voir si ça le fait toujours autant rigoler de pourrir la vie des gens qui achètent des fringues. Il a dû acheter un t-shirt en catastrophe parce qu'il n'a pas bien préparé son sac. Il n'avait pas imaginé la chaleur qu'il ferait à Barcelone au printemps. Il a pensé petite laine et veste en jean, mais pas canicule écrasante. Il s'est retrouvé à 10h du matin aéré dans une rue piétonne du centre. Il n'était pas dépaysé. Les enseignes sont les mêmes qu'en bas de chez lui. C'est toujours la même merde où qu'on aille. Sauf qu'ici, il faudrait un permis de piéton pour ne pas se prendre un touriste dans la gueule. Il se déplace en troupeau. Il faut patienter 10 minutes pour traverser une rue. Ils sont allemands, chinois, russes. Que des laits. Peut-être que les gouvernements font une sélection de leurs sujets les plus ingrats avant de les bombarder sur Barcelone. Les pires, sans surprise, sont les Français. Plus bruyants, plus arrogants, plus agressifs que n'importe quel autre touriste. Il n'est pas prêt de revenir. Il est navré de faire partie de cette horde de parasites. Xavier attend sur le trottoir avec sa chienne. Tandis que Marie-Ange, la petite, font des courses dans une supérette tenue par des Pakistanais. Il observe les gens à l'intérieur, de profil, immobiles, devant des murs de beurre et de crème. Ils lisent attentivement. On les mettrait devant l'œuvre complète de Tolstoï, qui ne tiendrait pas en place. Mais dès qu'il s'agit d'acheter 1 litre de lait, on obtient leur entière concentration. C'est aussi qu'il doit faire bon dans le rayon frais. Mais quelle connerie de venir dans une ville pareille au printemps! Il fait une chaleur effarante. Xavier déteste le soleil. Il est servi. Bonsoir, je vais prendre la parole 2 minutes pendant le changement de plateau. Les 4e à horaire aménagé théâtre de Racine et de Louise Michel ont travaillé sur un texte qui s'appelle « La foule, elle rit ». C'est un texte de Jean-Pierre Canet.
C'est un texte un petit peu prémonitoire qui a été écrit en 2010 et qui raconte l'histoire d'un adolescent, Zou, qui vient certainement d'un pays d'Afrique, c'est jamais dit, mais évidemment il y a des pistes qui nous le montrent. Et Zou va tenter le voyage vers l'Europe, et à chacune des étapes de ce voyage, il entend des gens lui parler, c'est ses frères, donc soit ses frères qui sont vraiment ses frères aînés qui sont partis, et malheureusement qui ne sont jamais arrivés, ou ses frères de misère, que Jean-Pierre Canet appelle aussi frères. Et donc, à chaque étape de son voyage, ces voix, ces fantômes viennent lui dire ne fais pas comme nous, évite ces dangers-ci, ces dangers-là. Et Zou, qui est le dernier de la famille et qui est le clown de la famille, pour pouvoir passer les frontières, lui, il va faire le clown. Et ça va être cette marque, se faire voir, se rendre visible pour pouvoir passer au lieu de se cacher. L'extrait que vont vous présenter les élèves, c'est plutôt sur le passage entre l'Afrique et l'Europe par la Méditerranée, les dangers de cette traversée. C'est une écriture très poétique, c'est une écriture qui a beaucoup de métaphores et où la tragédie côtoie le burlesque, par moments, sur de petites touches. Au niveau pédagogique, on a travaillé avec les élèves sur le chœur, comme le chœur antique. Le théâtre, dans l'Antiquité, est né avec le chœur. Il n'y avait pas de personnage, mais une parole qui était partagée. Et c'est exactement le travail qu'on a essayé de faire, que ce soit sur les placements ou sur la parole. Et vous allez voir donc le résultat de ce travail de chœur où, quand un personnage prend la parole, il le prend pour tout le monde, pour le groupe, mais aussi pour l'humanité. Donc c'est travaillé un peu comme une tragédie, et c'est le texte aussi qui veut ça. Luz, decidă bocul fumată zărțe, i fumată dușa. Fătulițe, nești, iubiau, cât un găvă.
Est-ce que je rêve que tu me parles? C'est frère, dis-moi que tu m'entends, petit brin de Zou. Je t'entends comme si la nuit parlait à la nuit. Oui, je t'entends. Où es-tu? Est-ce toi celui qui plane comme un cormoran sur la mer? Au loin, tout en haut de la 7e vague? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. J'ai à te parler et c'est très important. Et grave à mourir. Grave à mourir. Grave à mourir. Réveille-toi, mon petit bout de frère. Tu préviendras mes autres frères. Tu préviendras ceux de chez nous. Tu dirais surtout à maman de ne plus m'atteindre. Zou. Je t'entends. Je t'entends pas. Je t'entends et je t'entends pas. Qu'as-tu à me dire de si urgent? Pourquoi tu réveilles ma nuit? Pourquoi tu réveilles ma nuit? Il n'y a pas de mur dans la mer. C'est impossible. Alors, on est parti en bateau. C'est vrai, c'est plus sûr qu'un vélo. Mieux vaut un bateau sur la mer. « 37 hommes dans une barque pointue avec nos os pointus. » 37 hommes dans une barque avec nos os pointus. 37 hommes. 37 hommes dans une barque pointue avec nos os pointus. 37 à se coller à un vieux goudron qui perlait sur la peau. 37 à se mélanger dans cette barque de planches faite pour 6 rameurs. La proue relevée vers le large. 37 des frères souvent comme toi qui est mon frère, mon petit Zou. 37 des cousins ou des voisins. Alors personne n'a pensé à manger l'autre. Et aucun n'y a pensé malgré la faim très affamante. La faim qui nous dénaille le cœur autant que le ventre. Surtout le ventre. S'il y a encore un singe sur le rocher de Gibraltar, un gros se le bouffera. Ouais! Du sel sur son couvert et hop! À la broche! On se disait, on a le plus gros moteur qui pue le plus. Dieu qui pue, alors on peut bien traverser la mer. Au début de notre moteur, on en était fiers. Fier d'homme lâche. Fier d'homme blanche. Fier dent blanche. Notre moteur, il enfumait les mouettes les plus hardies qui nous survolaient de trop près. Et puis, il a crachoté comme un tuberculeux, tout dans le cambouis de son turban. Et même sur la mer, les pattes sont sèches. L'ennui, ça a été très vite un gros ennui. C'est qu'au milieu de la mer, les mécaniciens sont rares. Plus de moteur! Qu'est-ce qu'il a dit? Plus de moteur! Foutu! Heureusement qu'on a nos bras. Les bras ne tombent pas en panne, ça ne se peut pas. Alors, on s'est mis à ramer. Ce qui n'empêchait pas d'avoir faim. Et soif. Et faim. Et faim. Et soif. Il n'y avait que 3 rames pour 37 hommes. Alors ceux qui ne ramaient pas se sont mis à chanter. Ce qui n'empêchait d'ailleurs pas ceux qui ramaient de chanter aussi. Olélé, olélé, moliba, makassi. Olélé, olélé.
Moliba Makassi. Oh lélé, Moliba Makassi. Oh lélé, Moliba Makassi. Oh, pas si fort. On n'avance pas plus vite. Et on va finir par se faire remarquer par le garde-côte. Au loin, je vois au loin une frêle embarcation, et à son bord ils sont... Voici ce qu'aurait dit le garde-côte. mais on n'a pas vu de garde-côte. On l'a pas vu. On l'a jamais vu. On n'a pas vu On n'a jamais vu de garde-côte. On n'a pas vu de garde-côte. On n'a pas vu de garde-côte. On n'a jamais vu de garde-côte. C'est la tempête qu'on a réveillée. C'est la tempête qu'on a réveillée. Une grosse mer qui devait lessiver ses peaux. La tempête, elle voudrait marcher sur les mains. Elle voudrait voler. Le vent qui s'élève. Le vent qui nous récite le vent. Il se met à hurler. Avec des barbes ou seigneurs de lion qui me mettent debout pour nous craquer dans les yeux. On rame furieusement, même si la peur contre les reins. Je crains pour le requin qui me bouffera, mon petit Zou. Tellement que je suis maigre et que le moteur, avant de tomber en panne, m'a engraissé jusqu'à l'âme. La mer a ses combats, ses brouillons, ses envies de meurtre. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi nous avoir choisis? Voilà, Zou, que je suis mort. Ce qui n'est pas bien grave, à part pour maman. Rien à bouffer, que de l'os. As-tu des requins? Il y a des étages de requins qui mangeront des étages d'hommes. Et les corps qui s'empilent jusqu'à la lune. Mon frère a dû engraisser les fonds. La mort est lourde et fertile. Les yeux de mon frère, la mer s'en fera sous caviar. Je pensais fort à mon frère qui est un frère-frère. J'ai le cœur qui m'a rappelé que... Je ne sais plus si j'ai pleuré ou si j'ai serré le poing. Quand pour les noces à mourir, il n'y a personne. Pas de cimetière au fond. Pas d'enterrement. Pas de cimetière au fond, pas d'enterrement. Pas même une fleur. Frère et son requin d'âme et son impossible mort à fleurir. Adieu, mon petit frère Zou. Va, mon grand, tourne, raconte. Dis-nous les étoiles et toutes les solitudes du monde. On aura toujours la même mer, qui est celle que nous aimons. Critica d'aller riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime. Natale Fatta di Riesi, provincia di Caltanissetta. Francesco Tilotta di Villarosa. Le premier, difficile. C'était gros, rouge. Le dernier, 1035. Tout éclaté. Le cadavre est tombé à morceaux. Un bras qui tombait, une jambe qui tombait.
la tête, il tombait à l'intérieur de la sac. Couverture, coulé un petit peu après sac plastique. Comme eux, nous nous tiendrons debout pendant des nuits et des nuits d'affilée. Nous occuperons toutes les places qu'on nous a dérobées. Nous y ferons revivre les promesses trahies et les idéaux bafoués. Et lorsque nous reprendrons la route, nous serons des êtres ramifiés, ni enracinés, ni même déracinés, mais ramifiés. Nous aurons plusieurs pays, plusieurs langues, plusieurs vies. Et nous aurons de nouveaux membres. Des multitudes de jambes surgiront de nos corps pour fuir la haine, des multitudes de bras pour remuer la nuit, des multitudes de doigts pour nous accrocher à l'air et agripper l'espoir. Nos cheveux seront nos seules racines et nous les laisserons pousser, car nous n'avons pas peur des fous. Nous parlons plusieurs langues, des langues hybrides et bricolées. Le gréco-turc, le serbo-hongrois, le franco-allemand. Nous gagnerons des mots nouveaux dans tous les pays traversés et nous inventerons les langues nouvelles qui manquent à vos enfants pour dire l'inquiétante étrangeté du monde qui vient. Nous saurons renouer les lacets usés de vos frontières. Nous saurons percer vos meurtrières. Nous nous détournerons de vos centres-villes qui se ressemblent tous, avec leurs miroirs menteurs, leurs vitrines criardes et leurs façades maussades. Et nous ferons revivre vos banlieues court-circuitées, vos villages évanouis et vos ghettos détruits. Nous bivouaquerons dans vos friches industrielles. Nous habiterons dans vos usines désaffectées. Vos cheminées n'ont plus de feu, mais nous y établirons notre foyer éphémère. Briqueterie de Subotica, raffinerie de Novi Sad, cotonnerie de Leipzig. Vous avez survécu au XXe siècle. Les bombes alliées n'ont pas soufflé vos murs. L'effondrement de notre Europe a laissé intactes vos charpentes. Cette fois-ci, nous ne sommes pas venus marteau-pilonner vos trottoirs, ni violer vos filles ou voiler vos femmes. Nous sommes venus réveiller en vous le goût de la révolte, briser les lois gelées de la géographie et vous insuffler le nouveau sens de l'histoire.
vraiment, je suis et je pense que nous sommes très très émus. Hein, vous êtes de bons comédiens, hein, qui nous avez vraiment, nous avez offert une très très belle soirée. Je remercie donc les élèves du collège Louise Michel. Je remercie les élèves du collège Racine, les élèves du lycée Marguerite de Navarre, les élèves du lycée Saint-François. Merci aussi à vos professeurs, Isabelle, Olivier, Valérie, Sophie, Karine, Laurent, Luc, la compagnie Bleu 202, représentée par Daphné. Voilà. Vraiment, on peut les applaudir.